une zone classée où, je sais pas si vous avez remarqué, on a quand même découpé le grillage de l'aéroport, Ah non, qui est normalement un grillage infranchissable d'aéroport en fait, pour faire les de l'autre côté. Enfin, bon, en tout cas, je me projetais, je disais, mais il n'y a aucun terrain à côté sur lequel on va pouvoir le faire. Et quand ils nous ont proposé ce terrain que nous, en fait, on n'imaginait même pas, puisque là, on est vraiment sur le tarmac de l'aéroport. Et ben, du coup, on a dit, incroyable, tu vois. Je crois que la statistique, c'est 70% des festivals pleins à 90% ont été déficitaires 2024. Une fois que tu as fait la tour Eiffel, tu es là, tu reviens au bureau, tu te dis, bon les gars, on fait quoi là? Parce qu'on peut des fois imaginer comment ils ont fait, ils ont les bons contacts et tout. On a envoyé un mail à contact@latoureiffel.com. On a dit bonjour, on fait des événements, on vient de faire un événement dans un aéroport, ça vous dit de faire un truc. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Regarde. Voilà. c'est pas cher. Baptiste, bienvenue. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Et merci de nous accueillir. C'est un peu ton aéroport finalement cette semaine. On l'a en location pour 10 jours, c'est cool. C'est un joli endroit. Ouais, c'est clair. On est à quelques jours d'un nouvel événement de la SND. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui va se passer, comment ça se passe actuellement en termes préparatifs? Ouais, on est en plein préparatif. Donc là, on est sur du coup le 4e jour de montage et de préparation sur le site. Tout se passe pour le coup vachement bien. Donc on commence à être bien rodé, à avoir les équipes avec lesquelles ça fait plusieurs événements qu'on fait. Donc tout se passe bien. Niveau de stress, ça va? T'as appris à force à... Ça va. Là, on a à J-5. Normalement, ça a commencé à se déclencher d'ici demain ou après-demain. Mais pour l'instant, ça va. À force, c'est vrai que tu es de moins en moins stressé quand même. Les nuits de sommeil sont de plus en plus courtes quand t'approches de jour J. Ouais. En général, la veille, tu dors pas beaucoup. L'avant-veille aussi. Et les nuits sont courtes avec des fois des petits réveils. Mais ça fait partie du jeu. Hein. Ouais, c'est clair. Ok. Trop bien. L'objectif, comme chaque épisode, moi, c'est de retracer un petit peu qui tu es, d'où tu viens. Ton parcours de vie, un petit peu ce qui t'a amené aujourd'hui à ce que tu fais. Avant, j'en ai pas parlé, mais du coup, on est à l'aéroport de Montpellier. On tourne actuellement sur le tarmac directement. Donc là, si on continue un peu plus loin, on peut aller sur la piste. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a sans doute des avions qui vont décoller ou atterrir pendant l'épisode. Pour le coup, c'est du jamais vu, c'est assez chouette. Ouais, c'est cool. Donc c'est chouette. Où tu es né? Comment a commencé ta vie entre guillemets? Est-ce que tu peux parler un petit peu du Baptiste enfant? Alors moi, je suis né à Montpellier. Je suis né à Montpellier, 96, donc il y a 29 ans maintenant. J'ai grandi à Lunel, c'est une petite ville pas très loin de Montpellier. On a grandi dans un petit quartier qui s'appelait les rue des Mélèzes. C'était un HLM où j'ai rencontré pas mal de potes avec qui ensuite j'ai fait les premiers événements. Donc ça, c'était vraiment cool. Et voilà, on a grandi dans ce quartier où du coup, j'ai rencontré nos premiers potes. Puis après, au fur et à mesure, collège, lycée, après le lycée, je savais pas trop quoi faire comme étude. J'étais un peu perdu. Du coup, j'ai fait un an d'aménagement paysager. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et ça m'a pas du tout plu. Je mettais des feuilles dans des classeurs, tu vois. Je faisais des herbiers et tout. Ça me plaisait pas. Donc au bout d'un an, j'ai vu un truc passer, école de DJ. Et je mixais un peu pour les potes. Et du coup, je suis parti en école de DJ à Lyon, à l'UCPA pendant 18 mois. Et en même temps, je suis entré en alternance dans un bar. Je faisais DJ, je faisais aussi la communication, et puis voilà, je faisais un peu la programmation. Ça a commencé comme ça dans l'événementiel. T'avais quel type de personnalité, de tempérament quand tu étais enfant? Est-ce que tu étais déjà extraverti? Parce qu'on peut penser que pour faire ce métier, il faut quand même être assez extraverti. Est-ce que toi, tu avais directement ce tempérament ou c'est la découverte de cette passion qui a fait que après tu as commencé à... J'étais pas vraiment extraverti, j'étais plutôt l'inverse pour le coup. Et c'est après en développant la musique que j'ai eu ce tempérament un peu plus friendly. Mais non,
effectivement, j'étais plutôt quand même plutôt réservé, quoi. J'étais pas la personne qui était levé la main en classe, ou Ouais. qui était moteur de toujours être. Genre, j'ai jamais été délégué de classe, par exemple. J'avais pas ce truc de. Te faire remarquer. Ouais, non, j'étais plutôt dans mon coin. Et après, ce qui m'a attiré dans la musique, c'est vraiment le côté fédérer et faire partager. Parce que je mixais que pour les potes et voilà, c'était cool. Enfin, on rassemblait tout le monde. Et j'ai toujours eu cette volonté de rassembler les gens. Tu vois, j'ai fait du rugby aussi pendant 10 ans. Puis c'est très copain. Tu vois, j'avais des potes du rugby et des potes que je connaissais d'ailleurs. Des fois, on faisait des événements. Hop, on rassemblait tout le monde et puis tout le monde se rencontrait. Et puis tout le monde, ça recréait des groupes de potes. J'ai toujours ce truc où j'aime bien rassembler les gens, quoi. C'est un peu ce qui m'a guidé vers tout ça. Rien de mieux du coup que ce métier que tu as fait par la suite. Rien de mieux que exactement organiser des festivals pour rassembler encore plus de monde. Là, pour le coup, on est vraiment sur le thème rassemblé. Ouais. On va y venir. Du coup, tu intègres l'UCPA, qui est la principale école, je dirais, en France, de toute façon, pour devenir DJ. Comment ça se passe un peu le cursus? Est-ce que tu avais déjà commencé à pratiquer un peu avant? Est-ce que tu arrives là-bas et c'est directement, tu pars de zéro, c'est la découverte, on t'apprend à caler un morceau Ouais. sur place Alors, il y a plusieurs profils qui intègrent l'école. Il y a des profils qui ont déjà une expérience. Il y en avait dans ma classe qui avaient déjà une solide expérience. Moi, j'avais zéro expérience. Je ne savais pas, enfin, on dit caler un morceau, mixer un morceau. Je savais pas du tout mixer un morceau. Ouais. J'avais zéro truc. D'ailleurs, je pensais, en fait, quand j'ai fait, parce qu'il y avait un test de sélection, et j'ai vu la journée porte ouverte, ça m'a intéressé, j'ai vu qu'il y avait des tests de sélection, je me suis dit pourquoi pas faire ça. J'ai fait le test de sélection, mais quand je l'ai fait, je pensais en fait ne pas être pris. Dans ma tête, c'était déjà en mode je l'ai fait parce que je sais pas trop quoi faire et il faut trouver quelque chose à faire. C'est quoi le test exactement? Il y a une matinée où on parle, on passe devant une personne et on dit ouais pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu aimerais faire, etc., etc. Et après il y a une session de mix où il faut juste enchaîner deux morceaux, Okay. ce qui est très basique, quoi, juste enchaîner deux morceaux. Et avec le BPM qui est caché, donc pour ceux qui, ça met un peu plus de difficulté, mais c'était une catastrophe, hein. Et donc je pensais que j'allais pas être pris, et finalement j'ai été pris. J'étais assez content. Et ce qui avait plu, c'était plutôt le côté terre à terre où d'emblée j'ai dit moi j'aimerais faire DJ, mais aussi plus tard peut-être organiser des festivals ou des événements. Et du coup voilà, mais j'avais zéro niveau technique. Mais vraiment zéro. Mais bon. Mais tu avais déjà à ce moment-là l'ambition derrière de pas rester seulement, pas réducteur du DJ, mais directement d'organiser des festivals. Exactement, j'ai toujours voulu organiser et en fait j'ai toujours voulu construire des choses. C'est ça, et c'était un peu le truc que j'avais quand j'étais petit, c'est que je savais pas quoi faire comme métier, mais je savais que je voulais être entre guillemets patron, et en mode pour créer des choses et tu vois, driver des choses, et j'ai toujours su ça. Et donc je savais que mon idée de base c'était faire un événement, ouvrir une affaire. Je savais que je voulais faire ça après, ce côté plus entrepreneuriat. Donc ouais, c'était carrément l'ambition. Après DJ, j'ai jamais voulu vraiment être DJ international. Et DJ, faire une carrière internationale, franchement, respect à tous les artistes, mais c'est super dur. Ouais. Et que ça soit moralement, que ça soit... ça peut monter très vite, mais redescendre très vite. Faut être quand même assez accroché pour... Il y a le reportage de Netflix sur Avicii qui représente bien ça, c'est qu'on a tendance à se dire en fait c'est des gens ils font la fête tout le temps, c'est trop bien, ils profitent, ils ont l'impression de travailler, mais en fait déjà niveau santé mentale, physique c'est très compliqué. Bien sûr. Et ouais, c'est un peu en temps plein jour et nuit, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, c'est physiquement, c'est mentalement, c'est dur. Ce truc on est devant 10 000 personnes et le soir on rentre chez nous, on est seul dans l'hôtel. Il y a beaucoup de DJ qui en parlent. J'ai eu la chance de mixer devant des 10 000 personnes, notamment quand on fait nos événements, ou un peu moins, des 3, 4, 5, 6 000 personnes sur des événements. C'est vrai que objectivement, quand après tu as pris toute cette adrénaline et que tu rentres, c'est
faut être accroché quoi, psychologiquement. Bien entouré, ouais, c'est particulier, ouais. Puis au final, c'est un peu. Tu vas mixer 1 heure, 2 heures en général, et tu vas pour beaucoup de temps seul, entre guillemets. C'est-à-dire le pur moment de kiff qu'on peut voir d'un DJ, c'est vraiment un court laps de temps par rapport à tout son temps de travail. Carrément. Ouais, exactement, c'est exactement ce que tu dis. T'as en studio, t'es seul, ou souvent les choix de carrière, quand tu arrives à un certain niveau, tu es en équipe, mais les choix de carrière sont des fois durs à prendre. Est-ce que je sors ce morceau ou plutôt celui-là? Est-ce que je vais là ou est-ce que je vais là? Il y a beaucoup de choix, beaucoup de pression. Et ouais, il y a beaucoup de moments aussi quand tu tournes, quand tu es en tournée. Pareil, quand tu atteins un certain niveau, les conditions ne sont pas les mêmes. Tu peux tourner avec tes potes ou avec ton équipe, mais au début, quand même, pour la majeure partie des DJ encore, quand tu tournes, tu es souvent seul ou avec un tourman. Et tu as quand même ce deux poids, deux mesures entre l'adrénaline, le monde, les gens vraiment qui sont là pour toi, et après les retards de vol, les tournées, les routines qui marchent pas, et c'est un peu cette solitude quoi. Donc ouais, c'est pour ça, respect aux artistes, c'est pas facile comme Puis, comme tu dis, tu as beaucoup ce phénomène qu'on trouve chez les chanteurs rock, enfin les artistes en général, qui est que tu peux monter très vite. Ouais, exactement. Et du jour au lendemain, tu peux aussi redescendre très vite. Ouais, exactement. Puis, en toute transparence, les gens peuvent être hyper gentils puisqu'ils sont hypés et du coup donner de la force à quelqu'un, mais ils peuvent aussi être très très méchants. En plus, maintenant, enfin, ça peut être vraiment violent. Tout le monde m'aimait et dans 6 mois. Donc, franchement, là-dessus, c'est fort. Mais tu l'as vu assez tôt, tu vois. À ce moment-là, tu sais que bon, ça te plaît, tu veux faire ça. Ouais. En tout cas, c'est pas dans le parcours à court terme le projet d'être DJ inter et de faire des tournées. Je suis plutôt dans une phase, je l'ai été, je le suis toujours, qui est plutôt entrepreneuriale, construire des choses, voilà, un peu plus dans l'entrepreneuriat. Voilà. Ok. T'avais des inspirations à ce moment-là, que ce soit côté artiste ou côté entrepreneur, qui t'inspiraient, que tu te disais de l'admiration pour ce que fait cette personne. Ouais, j'estime beaucoup ce que fait les deux frères Pisnem à Ibiza, français, expatriés là-bas, et comment ils ont démarré avec des soirées sur une plage et puis ils finissent vraiment. Aujourd'hui, ils ont les 3 plus grosses affaires enfin, plus que 3, mais 3 clubs en tout cas, Ushuaïa, High et Universe. Et franchement, le parcours il est assez fou. Et c'est une inspiration. C'est une inspiration en cas. Ils ont même, pour expliquer pour ceux qui n'ont pas les références, c'est quasiment, en tout cas pour l'univers, je pense, un des plus gros du monde en soi. Ouais. Je sais pas si c'est le plus gros, mais en tout cas c'est le club. C'est le club qui défie toutes les statistiques que les autres clubs. Cet été, on entendait parler que de ça. Ouais, voilà, exactement. Puis la programmation qu'ils ont, etc. C'est sûr que, ok, intéressant. Mais c'est le côté qui t'inspire, c'est dans leur façon de faire, l'audace qu'ils ont derrière, dans le fait de se dire, ce sera pas trop gros. Nous, on a cette vision, on va l'assumer, on va la rendre réelle. Ouais. C'est le travail acharné qu'ils produisent derrière, c'est un cumul de tout ça. Ouais, un cumul de tout ça, le travail acharné. Il y a eu un reportage il y a pas longtemps de TF1 où on voit Yann Pistonem en saison qui dort 4-5 heures. Franchement, c'est la puissance la force de travail, elle est assez impressionnante. Et donc ça, c'est respectable. Et surtout, c'est un milieu qui est difficile, l'événementiel, le club. Et quand on voit ce qu'ils arrivent à faire, on comprend un peu les mécaniques et les leviers qu'il y a derrière, le travail, la force de travail qu'il faut avoir, c'est assez impressionnant. Que la façade, ce qui se passe derrière. Ouais,
Bah, franchement, c'est fou. Puis ils ont, à eux seuls, même sur la musique électronique, ils ont complètement changé la manière de construire des shows de musique électronique. Ils ont fait énormément de bien à toute l'industrie parce que aujourd'hui, Ibiza, c'est un peu le laboratoire de ce qui se fait après dans le monde, quoi. C'est tous les plus gros DJ y sont, les shows sont présentés, il y a beaucoup de shows qui sont présentés tous les ans, toutes les dernières techno en termes de son, light, FX, vidéo, tout ce qu'on peut imaginer. En premier, c'est Ibiza, donc même quand nous, organisateurs d'événements, patrons de clubs, ce genre de choses, quand on va là-bas, c'est une source d'inspiration pour nous. Donc leur travail, au final, et influence tous les shows de musique électronique dans le monde. Sans compter qu'avec Ice Cream, du coup, ils produisent eux aussi. Donc c'est fort d'avoir autant d'impact sur toute une industrie. Ice Cream dont tu parles, c'est la société de production qui s'occupe de... C'est ça, sur laquelle ils font les shows pour eux, à Ibiza, et aussi pour des artistes, des tournées. Ok. Comme Ils ont fait Guetta, je crois. Guetta, Snake. Ils ont fait la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Enfin, voilà. Un beau CV. Un beau CV, ouais. Donc non, ouais, c'est un peu une source d'inspiration. Et niveau artiste, en tant que DJ, t'avais des inspirations particulières ou... Non, qui m'ont... Enfin, après, ça va faire classique. J'aimais beaucoup Polka quand j'étais jeune. Je pense notamment grâce à son film. Et après, plusieurs artistes qui me... Mais pas vraiment un en particulier. Tu mixais quel style de musique à tes débuts? C'était direct ce que vous faites aujourd'hui ou Non. Au début, c'était plutôt... avec les potes, ça a toujours été musique électronique. Mais quand je mixais moi en tant que DJ pour gagner ma vie, c'était open format, généraliste, de tout. Les années 80, faut s'adapter. Faut s'adapter, exactement. Non, vraiment de tout pour pouvoir en vivre entre 3 et 4 dates semaine, lycée sur l'année à peu près. Fallait un peu jouer de tout pour s'en sortir, que ça soit en termes de musique, et puis jouer partout, les clubs, les événements privés, un peu tout, quoi. Faut aimer travailler de nuit quand on fait ce métier. Parce qu'en général, tu te couches très tard, tu dors en décalé, je suppose. Ça, exactement. En fait, tu travailles quand les gens se reposent. Ouais. Et tu te reposes quand les gens travaillent. Donc ça a des avantages parce que quand tu vas faire les magasins le mardi à 14h, tu vois, il n'y a personne par exemple. C'est pas le samedi à 15h. Ça a des avantages. Quand tu pars en vacances, tu pars en général en septembre quand tout le monde a repris. Ouais. C'est la saison d'été, tu peux pas... Ça a 2-3 avantages, mais c'est aussi le week-end, tu dors quand les gens vont travailler, et tu travailles quand les gens soit font la fête, soit se reposent. Donc c'est un rythme qu'il faut aimer. Ok. Comment t'es sorti de l'école? Je suppose que t'as exercé en tant que DJ pendant quelques temps. Et à partir de quand t'as commencé à, aussi petit soit-il, mais à être à l'initiative, toi seul ou avec des collègues, à l'initiative d'organisation d'un premier événement? En fait, très vite, quand je suis rentré à l'UCPA, c'était une école en alternance, et j'étais dans un bar qui était à Aigues-Mortes. Je suis rentré en tant que DJ, mais de suite, j'ai proposé des choses pour organiser. Et en fait, je suis rentré DJ, et à la fin, je gérais le bar, toute la partie artistique, programmation, et j'organisais les soirées dedans. Et donc, en fait, directement, du coup, j'avais 18 ans. Dès 18 ans, j'ai commencé à organiser dans cet établissement des événements, des soirées. Et après, très vite, j'avais 18-19 ans, j'ai organisé un premier événement avec un ami qui s'appelait Florent Jalini, et on a organisé un premier festival. C'était sur le terrain du bar où on travaillait, sauf qu'on a pris une annulation. Ok. Ouais, 4 jours avant, non, par la gendarmerie, parce qu'en fait on avait absolument rien déclaré. Et on avait fait une pub de fou sur les réseaux, et le festival, ça va, ils vendaient bien et tout.
ouais, 4 jours avant, les gendarmes qui viennent, qui disent encore vous allez rien faire là. Je dis, pourtant on est là, on a tout vendu et tout. Et ils disent non mais je vous explique, si là vous faites l'événement, nous on arrive dimanche, on ferme tout, et genre on bloque, il n'y a personne qui peut passer et je vous jure vous n'allez pas faire l'événement. Donc ça c'était notre premier festival. 4 jours du truc, on s'est creusé la tête. Finalement on a trouvé un lieu qui nous a accueillis à Nîmes. C'était très 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 compliqué à organiser. Ça s'est fini un peu moyen bien, mais le lieu a été cool de nous accueillir, mais ça c'est pas, franchement c'était pas l'événement de l'année. Et du coup voilà, c'était le premier événement. Moi, j'ai 18, 19. Ça t'a permis déjà de voir ce qu'impliquait l'organisation d'un événement, parce que je suppose que Bien c'est sûr. tout le temps une succession d'imprévus. Exactement. Ouais, au début, il y a toujours beaucoup d'imprévus dans l'événementiel, mais au début, faut être accroché quand même, parce que tu dors pas, tu cours partout, quand t'as pas le... Ouais. Mais ouais. Et à ce stade, est-ce que c'est déjà dans une optique de faire ça de façon entre guillemets professionnelle, avec un développement derrière que vous mettez en marche, avec une vision entrepreneuriale entre guillemets, ou là c'était plus avec ton collègue où vous vous êtes dit voilà on a envie d'organiser un événement, mais sans grosse vision derrière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Il n'y avait pas vraiment de grosse vision, juste on faisait ça parce que ça nous faisait kiffer. Il n'y avait pas vraiment la vision derrière structurer, construire une marque, vraiment le truc. Non, c'était vraiment faire un festoche qui s'appelait One Tech. C'était un truc psy-trance, un peu techno mélangé. Puis voilà, c'était juste ça. Il y a eu un autre événement après par la suite dans cette ligne. Et après, là on est en... Après non, il n'y en a pas eu, ça nous a un peu vacciné pendant un petit moment. Fallait se faire discret. Ouais, fallait se faire discret. Après on a organisé des soirées qui s'appelaient ça s'appelait Zazou Mélésus, peut-être qu'il y en a qui connaissent. C'était, on a organisé 1 ou 2 soirées comme ça, mais c'était pas vraiment en mode festival. Et ensuite c'est là qu'à 2019, donc un peu plus tard, c'est là qu'a commencé Sunday, mode journée entre potes dans une petite cabane. C'est là après qu'on a commencé à faire des événements. Ok. Bon, je vais te demander pourquoi Sunday, mais ce sera plutôt simple à l'expliquer. Ouais, parce que c'était un dimanche. Voilà. C'était tout. Pas plus loin, Sunday, vous rajoutez musique derrière. Ouais, vous rajoutez musique pour faire le truc et c'est fini. Et du coup, avec le concept de dire le dimanche, c'est entre guillemets musique, on profite. Exactement. C'était, alors si on remet dans le contexte, 2019, il y avait la musique électronique qui n'était pas quand même autant développée que maintenant. Ça fait quand même 6 ans que ça pousse. Et on était du coup avec des potes et nous on a toujours adoré cette musique. Et depuis le début, c'est vraiment un truc qui nous a toujours animés. Et à l'époque, du coup, la norme c'était plutôt musique hip-hop. Le hip-hop cartonnait dans tous les clubs. C'était la norme. La norme c'était le hip-hop et la musique open format de manière générale. Et il n'y avait pas trop de lieux sur lesquels il y avait de la musique électronique, dans lequel on se retrouvait. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait écouter de la musique entre potes. Et un dimanche après-midi, parce qu'en fait l'idée c'était de dire bon, on fait un petit repas de midi. Et puis après on fait la fête jusqu'à 18, 19, 20. Et puis à 21h on est rentré, à 22h on est au lit et lundi nickel. Donc Ça finissait réellement à 22h. Ouais. Au début, c'était vraiment un truc genre 13h, 18h, tu vois. Allez, 20h. Dès qu'il faisait un peu de nuit, c'était en hiver, dès qu'il faisait un peu de nuit, 19h on coupait, on mangeait un peu, 21h, 22h, on était chez nous quoi. Mais et puis le dimanche, il y a un truc aussi où tu sais, c'est familial le dimanche. Tu te retrouves en famille, t'as ce truc de. Nous, c'était une manière un peu de se retrouver entre nous. Pas forcément tous les repas de famille, pas trop repas de famille, trucs comme ça. Du coup, on était entre potes, on se connaissait un peu. Et puis tout le monde, justement, on avait grandi un peu dans les HM ensemble. Voilà, on dit allez, let's go quoi. C'était une manière de se retrouver. Et du coup, voilà, ça a commencé comme ça. À quel moment vous avez décidé d'ouvrir la chose un petit peu? Si c'était en 2019, je suppose que le Covid arrivé Exactement. juste après. Du coup, ça limite un peu les possibilités, peut-être, pendant 2 ans, c'était un
organiser des événements publics. Exactement. Est-ce que vous continuez pendant ce temps de quand même essayer de faire des choses ou vraiment ça reste entre collègues jusque-là et c'est après que ça s'ouvre? Alors on fait du coup 2 fois en cabane entre potes. Après, il y a vraiment tout le monde nous envoie des messages parce qu'on a toujours eu ce truc où genre, on aimait faire la fête, tu vois, où c'était bon enfant. Je pense que c'est ça aussi qui a attiré d'autres potes et du coup on envoie plein de messages et on dit ok on fait un événement public, c'est septembre 2019 et là on fait presque 1000 personnes. Là on est en mode waouh, trop bien quoi. Et on en refait une autre décembre 2019 où là on fait vraiment que sur invitation, on n'ouvre pas à tout le monde, donc on fait un truc genre 350-400 personnes. Et là Covid, du coup février-mars 2020, mars, voilà, fin de l'aventure, arrêt net. Et du coup pendant le Covid, rien. On a juste essayé, si on faisait des bottes parties, parce qu'en fait c'était le seul truc qu'on pouvait faire. On prenait le bateau, on allait en mer, vu qu'il y avait toutes les restrictions. Et puis en mer, ils étaient un peu plus souples, ils nous laissaient un peu plus faire ce qu'on voulait. Donc on faisait des bottes parties comme ça. Et après, on est reparti en 2021. Il y a une toute petite fenêtre où on a pu refaire des choses en septembre 2021. On a refait un petit événement, mais ça a reconfiné derrière, donc c'était très bref. On n'avait pas eu trop le temps de communiquer et tout. Et 2022, du coup, septembre 2022, ça s'est ouvert. Printemps 2022, ça a commencé à bien s'ouvrir et ça nous a ouvert les perspectives pour faire un événement en septembre. Ok. Juste avant de continuer cette partie, comment, en tant qu'artiste en plus dans le milieu de la nuit, etc., comment ça s'est passé la période du Covid? J'imagine que, parce que du jour au lendemain, du coup, il y a à la fois ce projet-là de ton côté qui s'arrête, mais en plus professionnellement, j'imagine que pareil, du jour au lendemain, bon, comme beaucoup, surtout sur le premier confinement, on se retrouve confiné chez soi, à pas trop savoir ce qui va se passer. Ouais. Mais je sais qu'en plus, ta profession et c'est connexe, ça a été la plus compliquée, je dirais, la plus touchée. Ouais. Comment ça s'est passé cette période-là? Alors, moi, je l'ai très bien vécu. Je sais que pour certaines personnes, ça a été vraiment compliqué. Pour le coup, je l'ai plutôt bien vécu. Ça a permis personnellement de me remettre au sport, de reposer les choses, reprojeter un peu l'avenir, me remettre aussi à lire des livres sur l'entrepreneuriat, à emmagasiner des connaissances, refaire du sport. Donc pour moi, ça a été, je pense même que ça m'a aidé. Le Covid m'a plus aidé. Après, je sais que professionnellement, du coup, j'étais à l'arrêt total, donc j'ai eu beaucoup de temps pour faire autre chose. Pour le coup, nous en auto-entrepreneur, parce que j'étais en auto-entreprise, on était payé 100% du chiffre d'affaires déclaré. Donc financièrement, moi, pour le coup, ça allait. J'avais toujours fait mes déclats comme il fallait. Après, je sais que pour des collègues à moi, ça a été plus compliqué, même psychologiquement, parce que se retrouver comme ça à l'arrêt quand tu tournes, ou en tout cas quand tu vis de la musique, ça peut être compliqué. Mais après, on arrivait entre nous, on se faisait souvent quand même des repas où on arrivait quand même à connecter entre nous, on restait assez proches, on était un groupe de DJ, donc on faisait quand même des petites soirées entre nous, en respectant toutes les consignes. Oui. Mais on arrivait à se retrouver quand même pour faire des trucs ensemble. On allait aussi courir, du coup on s'était tous un peu remis au sport et tout, donc pour le coup, moi personnellement je l'ai bien vécu. Tu penses que c'est là qu'est née un peu ta vision de ce que tu fais aujourd'hui en partie ou... Ouais, clairement. Je pense que vraiment, le Covid, en tout cas pour moi, a beaucoup aidé ce qu'on a fait. Parce qu'en plus, ça a rebattu les cartes complètement, parce qu'il y avait quand même des choses qui étaient installées depuis des années. Il y avait des leaders dans le monde de l'événementiel. Il y avait des choses qui étaient un peu figées. Vraiment, le Covid, vu que tout a été arrêté, dès que ça a recommencé, toutes les cartes étaient rabattues. Plus personne ne se souvenait tout était remis un peu à zéro. Ouais. Et c'était un peu à celui qui allait faire le meilleur départ dès que le go était lancé, qui allait reprendre le lead sur ah ouais, il y a ça qui est cool. Et c'est un peu la strat qu'on a eue, c'est-à-dire de vraiment préparer. À un moment donné, on avait un événement qui devait sortir.
mais ils avaient reprolongé de 2 semaines, donc on allait le sortir. Ah, tiens, on l'a redécalé, tu vois, Ouais. parce qu'on était vraiment en mode dans les starting blocks, et dès que ça a été un go, on a été un des premiers parce qu'on était prêt, on avait l'artiste booké, on avait la com qui était prête, on a appuyé sur le bouton et c'est parti. Et on a été un peu parmi les premiers à re-enclencher des trucs, et plus le Covid, moi personnellement j'ai été pas mal formé sur 2-3 trucs, j'avais commencé à développer certaines connaissances. Ouais, ça nous a carrément été bien. C'est à partir de ce stade aussi que tu professionnalises entre guillemets tout ça, que tu vas lire des livres, emmagasiner des connaissances, que tu commences à dire ok, la vision se définit un peu mieux et on va faire en sorte de faire les choses mieux. Je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas avec la vraie vision entrepreneuriale derrière. Exactement. Je sais pas comment avant tu gérais les chiffres, etc. pour arriver à t'y retrouver. Mais peut-être qu'à partir de ce stade-là, ça t'a permis de... Exactement. Ouais, non, c'est exactement ça. Alors avant, les chiffres, c'était compliqué parce qu'on était en asso, tu vois, on n'était pas aussi carré, parce qu'en fait, on manquait d'expérience, même pas qu'on voulait pas faire, mais on manquait d'expérience. C'est moins exigeant une association aussi en comptabilité. Ouais. Il n'y a pas un comptable qui tous les mois te dit allô, là, il te manque des justificatifs. Ouais. Ouais, exactement. Donc voilà. Mais ouais, c'est là où il y a eu une vraie vision qui s'est un peu créée. Excuse-moi, j'ai un peu oublié la question. C'était quoi que tu m'as dit? Non, c'était à partir de ce moment-là que tu as commencé entre guillemets à développer ça avec une vraie vision entrepreneuriale. Ouais. Oui. C'est clairement à partir de ce moment où je me suis dit ok, là il y a un potentiel, là il y a quelque chose, et on va structurer et on va vraiment développer. Parce que du coup, après cet événement en septembre 2022, on a enchaîné sur une première saison au Claude, ce qui s'appelle aujourd'hui le Claude Provence, qui venait juste d'être acheté par des collègues. On a commencé à faire les événements tous les mois, et c'est là où vraiment ça a pris. Il y a un élan qui s'est créé, et c'était objectivement les meilleurs événements. On a fait plein de choses incroyables, mais il s'est vraiment passé quelque chose pendant cette saison. C'est là où tout s'est créé, quoi. Et du coup, c'est là où on a commencé à construire. Où aussi, il y a les premiers chiffres d'affaires qui sont un peu conséquents qui arrivent. Du coup, on ne peut plus rester en association parce que il y a un plafond pour le franchise de TVA, et puis même parce que on n'est plus une bande de copains qui font un truc associatif parce que c'est notre ADN. Et là, on est vraiment une société, on commence à structurer comme une société, on embauche, tu découvres du coup justement par de comptabilité qu'il y a la TVA qui va se rajouter, que ouais, c'est pas plus du tout la même structure derrière, c'est des métiers en plus à apprendre. Ouais. J'imagine que, surtout qu'en France, on le sait, ceux qui sont entrepreneurs le savent, c'est loin d'être facile. Ouais, carrément. Et puis je suppose que dans ton milieu aussi, pour l'organisation événementielle, il y a besoin d'agréments peut-être particuliers ou de déclarations particulières. Ouais. Les assurances aussi, j'imagine que ça doit être un sujet. Ouais. Oui, il y a beaucoup de... il y a les assurances, beaucoup de formalités en fait. Surtout quand après on passe du côté des festivals. Un festival ici à l'aéroport, ça a été... D'ailleurs, j'en profite pour remercier les équipes de l'aéroport qui ont passé beaucoup de temps et d'énergie sur le dossier, parce que ça a été... là, on est arrivé à... C'est l'événement le plus compliqué administrativement qu'on ait fait. J'imagine. Déjà, un festival, ça doit être compliqué. Ouais. Mais faire ça sur un aéroport, ça doit être... Dans une zone classée où, je sais pas si vous avez remarqué, on a quand même découpé le grillage de l'aéroport. Ah non, qui est normalement un grillage infranchissable d'aéroport en fait, pour faire les événements de l'autre côté. Enfin, c'est assez fou. Mais ouais. À partir de quand il me semble que les gros événements que vous avez commencé à faire, c'était aux arènes de Lunel. Ouais. Où là, ça a commencé à vraiment prendre de l'ampleur d'un gros festival. Vous avez fait l'année dernière, si je dis pas de bêtises, une édition déjà sur l'aéroport de Montpellier. Ouais, exactement. Comment déjà t'en arrives à te dire on va faire un festival sur un aéroport? Est-ce qu'au début tu dis ça
c'est une blague et tu te renseignes et tu te rends compte que c'est possible? Ou est-ce que non, c'est en étant lucide, on s'est dit qu'on pourrait faire ça sur un aéroport? Alors, il y avait déjà quelque chose qui avait été fait sur l'aéroport, sur de Ok. la musique électronique, il y a quelques années avant. Donc, on savait que C'était possible. c'était possible. Euh, C'était pas du tout les mêmes jauges. C'était une jauge qui était plafonnée à 1800, si je dis pas de bêtises. Ou en tout cas, c'était beaucoup moins important. Mais on savait que voilà, il y avait une ouverture. Et en se renseignant, on nous a dit que oui, potentiellement l'aéroport pouvait être intéressé par ce genre de projet. Ça dépendait de comment ça allait être monté et que oui, il pourrait être intéressé par le projet. Donc, sauter sur l'occasion, on a dit ok, on est chaud. Hein. Et du coup, premier rendez-vous, ça s'est bien passé, on a présenté le projet. Euh, Comment ça se passe? C'est intéressant, l'organisation d'un festival. Les toutes premières étapes, j'imagine, c'est brainstorming, réflexion, toi avec tes équipes, ouais. de se dire comment on va faire ça. Après, je suppose que choisir une date aussi, ça va être tout un sujet. Ouais. C'est quoi les différentes étapes? Déjà, première étape, c'est avoir une idée, un projet. Dire qu'est-ce qu'on fait, où on le fait et pourquoi on le fait. Qu'est-ce qu'on veut créer, quoi. Et donc tu démarres, tu dis ok, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux créer comme moment, qu'est-ce que je veux créer comme événement. Ensuite, tout le monde réfléchit un peu à des lieux. Est-ce que le plus dur pour nous en tant que créateur de festival, d'événements, c'est de trouver des lieux qui fonctionnent d'un point de vue technico-pratique, les accès, l'eau, l'électricité, etc. Et aussi un lieu qui a un attrait un peu supplémentaire, autre qu'un terrain vague au milieu de rien. Donc c'est vraiment le plus dur. C'est ensuite contacter le lieu et ok, est-ce que vous êtes intéressé? Si oui, pour combien de personnes et comment on peut organiser ça? C'est avoir le projet, définir le lieu sur lequel il pourrait s'implanter et ensuite après, une fois que le lieu est ok, toute la partie marketing, communication, direction artistique. Donc on a le projet. Maintenant, qui on met comme artiste, il y a toujours ce qu'on veut, des artistes qu'on aimerait et les artistes qui sont dispo à cette date. On est caché en fait, on s'était pas rendu compte, mais ils ont fait x1,5 fois de par rapport à l'année dernière. Tu te dis en fait on peut pas le payer. Et après voilà, la com, le market. Et une fois que le projet est lancé, commercialisé par un événement, il y a toute la partie production qui est plus ou moins importante en fonction du lieu, qui est très importante pour un événement à l'aéroport, qui est peut-être un peu moins pour un événement aux arènes de Lunel qui est déjà où il y a déjà des murs, des sanitaires, des choses comme ça. C'est la partie production et la partie marketing et com qui avance tous les deux. Surtout que vous avez fait un gros travail, je crois, depuis la dernière édition des Arènes de Lunel. Vous avez conçu tout un univers vraiment Ouais, en construisant une scène. On a entendu beaucoup parler d'ailleurs sur les médias spécialisés, etc. Ouais. Il y a eu toute une conception. On a vu, c'est d'abord sur des plans. Ouais. Après, ça a l'air d'être un boulot juste monstre de mettre en place tout ça. Mais par contre, après, on mettra quelques images juste ici pour que vous puissiez voir le rendu. Ça donne un rendu vraiment unique. Et c'est Ouais. sans doute comme ça aussi que tu différencies. exactement. Ouais, exactement. C'est exactement ça. C'est comment se différencier en fait, comment faire en sorte d'être unique, quoi. D'être unique, d'être différent. L'année dernière, on avait fait une scénographie qui sortait de l'ordinaire. Cette année, on en fait une autre. Ok. On la change. C'était le fruit de longues réflexions. On est interne. On a pris le postulat de dire ok, surprenons les gens et créons quelque chose de nouveau. Et on a une scénographie un peu différente cette année. Ouais, important c'est de se différencier, je pense. Être unique. Être unique, surtout que c'est un milieu qui est, alors tu dis, Covid un peu, je m'écarte, mais c'est quand même assez concurrentiel. Et surtout, j'ai l'impression que t'as pas 10 000 cartouches entre guillemets pour réussir.
L'organisation d'un événement, je suppose que c'est extrêmement coûteux. Et il y avait beaucoup de sujets d'ailleurs récemment qu'il y a beaucoup de festivals qui ont du mal à s'en sortir et ne serait-ce que finir à zéro à la fin de l'événement. J'imagine que ça doit être aussi un challenge. Ouais, exactement. Dont on se rend pas forcément compte. Donc on se dit ça coûte X, mais on se rend pas compte de tout global. Ouais, exactement. Bah, c'est assez. C'est un. Je pense qu'il va aller aussi là, ouais. Excellent, ça c'est jamais vu. Ils sont gros. Ouais, Mais ouais, c'est un milieu qui est, c'est une industrie qui est compliquée, le festival, qui est compliqué parce que comme tu as dit, c'est extrêmement coûteux d'organiser un festival. C'est énormément de savoir-faire qui sont très précis, qui sont réunis sur un même événement, et du coup de profils vachement qualifiés dans beaucoup de domaines, et du coup qui fatalement coûte cher, et puis surtout une masse de monde qui est extrêmement importante, et puis beaucoup d'enjeux logistiques, de sécurité qui sont aussi très coûteux. Donc oui, ça coûte très cher. Je crois que la statistique, c'est 70% des festivals pleins à 90% ont été déficitaires en 2024. C'est quand même assez fou. Il faut déjà arriver à 90% de vente. C'est ça. C'est aussi un exploit. Ce qui est extrêmement dur d'arriver, à dire je fais 90% de la jauge, quand on sait que les tendances changent super vite, que les bookings, nous, ils sont faits 9 mois, 1 an à l'avance. Donc ça veut dire que tu peux booker un artiste qui était au top, peut-être, parce qu'il était dans une énorme trend il y a 9 mois, et puis 9 mois après, les gens, ils ont quand même perdu vachement d'intérêt dans cet artiste. Toi, tu l'as payé le prix qu'il valait il y a 9 mois, tu vois. Bon, heureusement que ça peut marcher dans l'autre sens. Tu payes des artistes des fois pas trop cher, et puis en 9 mois, les mecs, ils ont complètement explosé, ils arrivent, c'est des stars. Mais ouais, donc déjà, il faut arriver à remplir. Et puis ensuite, ouais, économiquement, c'est assez compliqué quand tu mélanges avec la météo qui est vachement incertaine. Ouais, je pense au Delta Festival ça fait 3 ans qu'ils prennent une météo qui est compliquée. Enfin, même déjà financièrement, du coup, en général, financièrement, ça complique les choses en termes d'expérience client. Et puis même pour les équipes, tu vois, moralement, t'es là. Tu sais, quand il pleut, tes équipes, ça fait 1 an qu'elles travaillent sur le truc. Tu vois, faut aussi arriver à les mobiliser, à dire bon allez les gars, on y va, c'est pas grave, on va trouver des solutions. Ça peut pas marcher, bon on va faire ça fait 1 an qu'on taffe dessus, mais c'est pas grave. Et donc, quand tu mets tout bout à bout, c'est une industrie qui est pour le coup assez rude et assez compliquée. Mais il y a une récompense, c'est voilà, créer des moments incroyables. Créer des choses qui peuvent être du vol, des souvenirs pour les gens qui restent longtemps, donc c'est cool. Ouais, c'est clair. C'est intéressant par rapport aux imprévus. Aujourd'hui, dans le milieu en tout cas, et même ceux qui n'étaient pas directement concernés, on l'a vu cette année avec Tomorrowland, qui ont vu leur main stage complètement brûlé. Ouais. C'est encore on va dire, un incident qu'on voit pas forcément au premier abord et qu'on peut se dire ah oui, certes, s'il pleut, c'est compliqué. Mais là, pour le coup, je n'ai pas eu le fin de côté, mais c'était pour un test pyrotechnique ou quelque chose comme ça. Je crois, ouais. Et qui a mis en l'air, pour le coup, j'imagine, des années de travail. Ouais. Et on n'est jamais à l'abri de. Le moindre détail peut faire toute la différence sur un événement. Ouais, exactement. Exactement. C'est exactement ça. C'est la moindre petite chose peut un peu tout faire basculer. Et c'est ça qui est dur qui est compliqué dans cette industrie, c'est qu'il y a beaucoup de choses et que chaque petite chose indépendante des unes par rapport aux autres peuvent enrayer la machine. Et la complexité aussi, c'est que ton itération, t'améliorer, c'est pas comme un business qui fait tous les jours la même chose. Ouais. Par exemple, un restaurant, il ouvre son premier service, il est pas ouf. Tu vois, il se dit demain on fera mieux, après-demain on fera mieux, et puis allez, dans 3 semaines on aura le meilleur service de la zone.
Alors que nous, bah, si on se foire, bah, rendez-vous dans un an, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, tu peux pas, genre, ton itération, elle est vachement lente, en fait. Elle est vachement lente. Donc, il faut avoir, vraiment arriver à se projeter beaucoup, beaucoup, beaucoup pour dire, OK, il faut vraiment absolument que je pense à tout. Parce que, en fait, j'ai pas de, enfin, si là, ça se passe pas bien, ben, en fait, ça se passe pas bien, quoi. Mon expérience client, elle sera pas bonne, quoi. Voilà, tu as l'impact auprès des clients qui impacte ta notoriété, Exactement. qui impacte du coup l'aspect financier, je suppose aussi derrière. Exactement. Et puis après, ça peut vite être descente aux enfers. Exactement. Exactement. Surtout que c'est des événements qui, enfin voilà, l'image de marque, la notoriété, comme tu dis, ça joue beaucoup. Si demain, pour X raison, il y a une défaillance dans la sécurité qui est avérée, et que ça engendre quelque chose de négatif, ben déjà ça sera, en général, c'est quand même assez dramatique. Donc même, tu vois, toi moralement, tu te dis putain, enfin, va falloir. Tu es responsable directement. Bah ouais, carrément, tu vois. Et en plus, professionnellement, tu vois, pour la suite, c'est très compliqué. Mm. C'est moralement, c'est dur personnellement, c'est dur encore plus, bah, évidemment, pour les personnes à qui ça arrive. Puis en plus, professionnellement, après, c'est compliqué. C'est pour ça que tu as tous les aspects. Ouais. Ouais, à chaque fois, c'est. T'as des anecdotes un petit peu, alors positives aussi, de choses qui t'ont marqué sur des événements organisés où ou voilà, quelque chose que tu retiens, qui t'a marqué. Ça peut être avec un artiste ou un imprévu qui s'est transformé en quelque chose de positif. T'as quelque chose qui t'a marqué sur ces dernières années en particulier ou pas? Ben, ici, l'aéroport, parce que l'année dernière, du coup, on fait le festival sur une parcelle qui est en dehors de là où on se trouve aujourd'hui. Et on savait qu'en fait, qu'on avait qu'un an sur cette parcelle, parce qu'elle allait être construite l'année d'après. C'était en fait juste avant la construction. D'ailleurs, là, on la voit d'ici, elle est en construction. Et en fait, on savait qu'on faisait l'événement. On avait fait sold out, donc super bonne réponse du public et tout. Événement super. Mais on savait en terminant l'événement qu'il y en aurait plus en fait ici. Donc là, on était un peu en mode vraiment, genre c'est vraiment dommage, tu vois. Il y avait des perspectives d'évolution incroyables. Et à ce moment-là, on pensait que voilà, il y en aurait plus d'autres. On savait que l'aéroport était partant pour repartir, mais bon, en tout cas, je me projetais, je disais, mais il n'y a aucun terrain à côté sur lequel on va pouvoir le faire. Et quand ils nous ont proposé ce terrain que nous, en fait, on n'imaginait même pas, parce que là, on est vraiment sur le tarmac de l'aéroport. Et ben, du coup, on a dit, incroyable, tu vois. Et c'était un truc qui était vachement de base négatif de se dire, on quitte ce terrain précédent parce qu'on peut plus le faire. Pour en fait, un truc super positif, c'est qu'aujourd'hui, on a un site qui est beaucoup mieux, d'un point de vue pratique, qui est diffus mieux. On est sur du béton, là-bas, on était sur de la terre, et qui a un attrait qui est beaucoup, enfin, on le voit, les avions qui décollent juste à côté, enfin, c'est génial. On peut pas faire mieux. Ouais, on peut pas faire mieux. On peut pas être plus proche. Du coup, là, on est à quelques jours, comme on disait en début de cet événement. Comme tu disais, il y a l'appréhension de. Tu dois être un peu à droite à gauche, je suppose. Tu es un peu chef d'orchestre finalement de tout ce qui se passe. Si je dis pas de bêtises, en plus, tu as à la fois la casquette d'organisateur et en général, tu continues de mixer sur tes événements aussi. Ouais, exactement. C'est symbolique pour toi de continuer. C'est un peu l'essence même du concept que tu as monté. C'est entre copains, entre guillemets. Ça reste important pour toi de aussi avoir cette casquette d'artiste sur les événements que tu organises. Ouais, carrément. Carrément, parce que du coup, vu que ça fait, c'était l'ADN du projet de base de mixer entre potes et de faire ce truc vraiment entre amis. Nous, on fait toujours ce closing à 3, du coup avec Thibaut, Hugo et moi, où on est les 3 DJ du crew qui avons amorcé du coup l'organisation des événements, etc. Et donc du coup, ça fait sens quoi de se retrouver à la fin. C'est toujours une méga fête. Tout le monde c'est hyper friendly. Musicalement, on joue un peu ce qui nous passe par la tête. Vraiment, on casse les codes du set time artiste en mode millimétré où tu vois, il faut jouer tel morceau puis tel morceau hyper progressif. C'est une grosse fête. C'est une grosse fête avec tout le monde. Et on joue les tubes, les morceaux qui nous tiennent à cœur, les morceaux des premiers événements qu'on faisait. Et ça, c'est hyper important parce que déjà, on se fait kiffer objectivement. On fait kiffer nos potes, les gens qui sont autour de nous. Et puis,
Enfin voilà, c'est le rendez-vous fin d'événement. Donc ouais, c'est important toujours de mixer, ça fait partie de l'histoire du truc. Puis c'est un kiff aussi. Mixer sur son festival, c'est pas mal quand même. Pas beaucoup peuvent le dire. Ouais. Non, en général, c'est plutôt casquette l'un ou l'autre et ouais, non, c'est cool. Bon, je suppose que ça reste évidemment un peu mystère et tu gardes ça pour toi, mais les projets pour les prochaines années, c'est quoi l'ambition, on va dire, de ton côté avec la Sondée? Est-ce que tu veux rester dans la région? Est-ce que l'ambition c'est quoi? Est-ce que toi tu as une vision, contrairement à ta vision artistique, est-ce que sur le côté entrepreneuriat, organisateur, tu as une vision nationale, internationale, ou est-ce que tu sais pas encore? Alors, nous, déjà, pour la suite, pour cette musique, c'est continuer de s'implanter à Montpellier, de s'enraciner un peu plus dans le territoire et de continuer à proposer des événements uniques dans la région de Montpellier. On est sur des nouveaux lieux en 2026. Donc, c'est continuer à construire cette base autour de Montpellier. Et c'est oui, aller chercher, comme on l'a fait récemment, la Tour Eiffel, aller chercher certains événements hors de Montpellier, dans des grandes villes, notamment Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, tout ça, ce serait des villes qui nous intéressent. On travaille dessus. La vision pour le projet, c'est du coup continuer de s'implanter à Montpellier et commencer à s'implanter de manière nationale dans des villes, plutôt des grosses villes, typiquement celles que je viens de citer. Faut être sacrément créatif parce que quand tu as fait un aéroport et la Tour Eiffel, Ouais, il faut arriver à pas décevoir derrière, entre guillemets. ouais, exactement. Exactement. Non, c'est un peu. Après, tu te dis, bon, une fois que tu as fait la Tour Eiffel, tu es là, tu reviens au bureau, tu te dis, bon, les gars, on fait quoi là? Parce que. Non, mais pareil, il fallait y penser de se dire on va faire quelque chose à la Tour Eiffel et d'avoir l'audace, c'est beaucoup d'audace quand même ce métier, l'audace Ouais. de dire on va installer un festival boîte de nuit entre guillemets dans un des monuments les plus connus. Ouais, carrément. Carrément. Ça, c'était assez ouf. Parce qu'en plus, la Tour Eiffel l'avait fait une fois avec Cercle dans cette salle, mais depuis, il n'avait pas refait. Et nous, vraiment, on leur a envoyé, parce qu'on peut des fois imaginer oui, comment ils ont fait, ils ont les bons contacts et tout. On a envoyé un mail à contact@latoureiffel.com. On a dit bonjour, on fait des événements, on vient de faire un événement dans un aéroport, ça vous dit de faire un truc. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais. Et ouais, pas plus L'audace, ouais, pas c'est plus compliqué. Ouais, l'audace. Et puis ils nous ont dit, écoutez, pourquoi pas, ça peut nous intéresser. Venez, on en parle. On a fait les premiers rendez-vous avec eux. Pareil, ils ont vu que voilà, on était carré, que c'était parce que ils ont beaucoup d'enjeux en termes de sécurité, d'image, enfin tout ce qu'on peut imaginer pour la Tour Eiffel. Donc ils ont vu que ça tenait la route et tout. On leur a dit, bah écoutez, nous on peut faire un truc comme ça. Et ils ont dit, bah let's go en fait. c'est cool. Donc, Bon, voilà. bah, chouette. Hâte de voir les prochains lieux du coup. Bah ouais, on travaille dessus. On travaille dessus pour 2026. Ouais. Excellent. J'ai une petite rubrique en fin de podcast, Ouais. si tu veux bien. C'est une série de 10 questions. Ouais. Il faut juste que tu répondes court, entre guillemets. Alors, c'est des questions essentiellement du thème autour duquel on a échangé. Et tu peux parler constamment, t'as envie de développer. Ok, trop bien. Est-ce que t'es plus soirée en intérieur type boîte de nuit ou open air type festival? Plutôt open air. T'es plus vinyle ou clé USB? Clé USB. Clé USB parce que on peut mettre plus de morceaux. Vinyle c'est trop lourd à transporter. Mais vinyle c'est bien par exemple quand on va finir le set là Sunday, on va jouer une paire de vinyles. Ok. Donc c'est cool. Mais de manière générale clé USB. Clé USB. Comme ça tu peux l'avoir dans la poche et si t'as une soirée avec des potes, bam, tu mixes. Ok. Le vinyle il faut un camion. Ouais, j'imagine. Si tu pouvais jouer ou écouter qu'un seul style de musique jusqu'à la fin de tes jours, en étant précis, quelque chose que tu veux. Wow. Un seul style jusqu'à la fin de mes jours. Wow. Je pense que ça serait type un peu mélodique, des trucs un peu mélancoliques. Genre j'aime, tu vois, par exemple NTO, la clé des champs, des trucs comme ça. C'est vraiment, tu sais, c'est cool, c'est peace. Ouais, Tu te mets là, tu te mets dans la forêt, t'es bien. carrément.
Du coup, question intéressante, tu préfères avec le recul organiser ou mixer si tu devais choisir l'un ou l'autre sans pouvoir continuer de faire l'autre? Organisé. Organiser. Ok. Euh, Tu préfères, du coup, bon, ça rejoint un petit peu le début, mais soirée en petit club intimiste en intérieur type boîte de nuit ou vraiment gros festival avec des milliers de personnes? Euh, Moi, pour mon kiff perso, plutôt petit club en intimiste. Ok. Vraiment. Euh, Est-ce que tu as un lieu, tu en as déjà fait des beaux, mais un lieu rêvé où tu aimerais organiser un event? Un lieu où tu te dis c'est impossible, mais si un jour j'ai l'opportunité de le faire, j'aurais eu tendance à dire par exemple la Tour Eiffel, mais du coup c'est fait. Et ouais. Est-ce que tu as un lieu comme ça où tu te dis purée, ça serait peut-être que tu veux pas nous le dire, je comprendrais, mais est-ce que tu as un lieu où tu te dis ça serait vraiment stylé, le kiff ultime de faire sur un lieu comme ça? Ou ça peut être sans être un lieu spécifique, mais ça peut être sur l'eau. Est-ce qu'il y a quelque chose pas forcément? Franchement, c'est vrai que vraiment, ou un kiff ultime. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. T'es pas obligé de répondre, je te rassure. Je sais pas. À la station spatiale internationale. Effectivement, là je pense que Là, ce serait incroyable. Hein. là ça serait Bon, incroyable. je pense que les autorisations, ce serait encore plus compliqué qu'un aéroport Ouais, ou une tour Eiffel. Mais... effectivement. Puis pour amener le matériel, ça serait pas la même. Ouais, je pense en termes de logistique, il s'arracherait la tête. On peut voir, peut-être que Thomas Pesquet verra cette interview et Si jamais, il nous aidera un peu, quoi. il sait qu'il nous contacter. Ouais, voilà. Pour finir avec les trois dernières questions, est-ce que tu as un artiste en particulier que tu rêves de rencontrer sur un de tes événements? Ouais, Polka. Ça sera fait d'ici peu. Je sais pas, on verra. Après, il est pour passer dans la région, donc faut regarder après. Sinon, c'est un bon choix stratégique. Mais en tant que kiff perso, ouais, vraiment, c'est un artiste qui a fait découvrir la musique électronique. Donc, ouais, franchement, si on avait un, ouais, je pense que ce serait Polka. Ok. Et dernière question, le dimanche pour toi, ça rime plus avec fête? 350 jours par an repos et 3-4 jours par an fête. Ok, super. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être est-ce qu'on peut se donner rendez-vous dans peut-être 5 ou 10 ans et se retrouver pour voir ce qui est devenu la Sunday et puis globalement ce que tu as pu entreprendre et peut-être faire un podcast sur la station spatiale internationale? Exactement. Bah ouais, carrément. Carrément, on peut carrément se donner ce rendez-vous et on verra comment ça aura évolué. Mais déjà, la croissance est super et les perspectives sont hyper intéressantes. Donc peut-être qu'on fera autre chose, peut-être qu'on aura développé de nouvelles choses. Hâte de On voir, verra. en tout cas. Hâte de voir. Merci pour ton temps. Bah, merci à toi, merci pour l'invite. Bravo l'équipe. Bah, c'est gentil. On met toutes les infos pour suivre la Sunday et tes réseaux directement dans la description. Ouais. Pour ceux qui le souhaitent. Et puis, hâte de voir l'événement que tu nous prépares. J'espère que ça va être bien. Normalement, ça devrait être bien. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous très prochainement. N'hésitez pas à suivre Mathis et son équipe dans la description. C'était Mathéo. À très vite.